Inter, il est 8 heures. Bienvenue dans votre émission préférée, Raconte-nous le 21e siècle. Au menu de ce matin, 2027, l'année des imprévus. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Mathieu Fanré, historien, professeur à la retraite et auteur entre autres du livre La décroissance de l'Antiquité à nos jours, aux éditions Gallimard. Bonjour Camille. Bonjour. Caroline Yanou, professeure d'économie à l'Université de Lille. Bonjour Camille, ravie d'être là. Et enfin Thomas Goupy, consultant senior chez Carbone 4. Bonjour Camille, très heureux d'être parmi vous. Alors tout d'abord, merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Et première question pour entrer dans le vif du sujet, donnez-nous un mot pour caractériser l'année 2027. Et on commence par vous, Monsieur Fanré. Je pense que bouleversante sera un mot adéquat. En un seul mot, je dirais décisive. Une année bouleversante, décisive, voilà qui promet un récit, ma foi, hors du commun. Alors Monsieur Fanré, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'il s'est passé cette année ? Eh bien ma chère Camille, commençons par le commencement, c'est-à-dire ce qui a provoqué non pas la chute, mais la transformation de notre belle France. Je parle évidemment de Paul Fernand, candidat républicain, qui avait proposé pendant sa campagne électorale d'augmenter le taux d'imposition des GAFAM. Plébiscité par le peuple, de telles propositions ne pouvaient évidemment pas passer inaperçues. Et arriva ce qu'il devait arriver. Et selon vous, vous pensez que c'était vraiment inévitable ? On a déjà eu la preuve par le passé de tels renversements de situation, notamment lors des élections présidentielles entre Trump et Clinton. Les élections sont toujours le moment où la scène médiatique joue le rôle principal. Donc oui, pour moi, la fuite de Wikileaks était inévitable. Si ce n'était pas ça, ils auraient trouvé autre chose. Oui, la fuite des Wikileaks, c'est d'ailleurs la suite de notre retour dans le passé. Caroline Yanou, peut-être que vous pouvez nous apporter votre point de vue sur le sujet ? Oui, merci Camille. Eh bien, la fuite de Wikileaks a révélé des informations compromettantes sur de nombreuses personnalités politiques, dont Fernand, qui était pourtant en tête des sondages et qui a été accusé de détournement de fonds à hauteur de 10 millions d'euros. Arrêtez-moi si je me trompe, mais Meta était à l'origine de la fuite. Oui, enfin, ça restait que des rumeurs jusqu'à aujourd'hui. Meta, anciennement Facebook, ont tout de même démenti jusqu'au bout ces allégations. Oui, mais on sait très bien qu'elle vient d'eux. Non, rien ne l'a encore prouvé. Alors, j'entends, mais... Alors, écoutez, nous pourrions débattre sur ce sujet pendant des heures, mais ce n'est pas le but de cette émission. Alors revenons-en à la chute de Fernand. Caroline Yanou, s'il vous plaît. Alors oui, après cela, Fernand a chuté dans les sondages, il a été évincé des élections. Un drame pour son parti et tous les récents sondages ont été chamboulés par ce scandale. Et c'est comme ça que Maël Rousseau s'est démarqué. Alors en effet, nous arrivons donc à la montée des sondages de Maël Rousseau. Nous allons écouter ensemble, avec vous les auditeurs, une archive du 20 mars 2027, lorsque Maël Rousseau s'est exprimé pour la première fois sur cette fuite liée à sa montée dans les sondages. La fuite de Wikileaks, oui, je ne peux pas nier que cela m'a permis d'atteindre de tels niveaux dans les sondages. Mais je veux quand même penser que les Françaises et Français ont réalisé qu'en m'élisant, la France entrerait dans une nouvelle ère. Une ère où l'on vivrait plus en adéquation avec ce qui nous entoure, tout en gardant un excellent niveau de qualité de vie. Je pense quand même que mon programme permet de rassembler les personnes, notamment à travers des valeurs fortes et sincères. Je veux véhiculer un message d'unité. Il reste encore 2 mois avant les élections, tout peut changer en 2 mois. C'est pour cela que je vais profiter de ce peu de temps pour prouver, si ce n'est pas déjà le cas, ma légitimité auprès des Françaises et des Français. Alors je vois que ça vous fait sourire, Thomas. Oui, ça me rappelle des souvenirs, car j'avais écouté son discours en direct. Et jamais j'aurais pensé à cette époque que nous en arrivons là. Oui, c'est vrai que Maël Rousseau a été élu président de la République d'une faible majorité. Alors en effet, les anciens soutiens de Fernand étaient divisés entre Rassemblement National et Europe Écologie Les Verts. C'est d'ailleurs pour ça que Mme Rousseau a décidé de former son gouvernement avec des partisans de l'idéologie de M. Fernand. Elle voulait rassembler au maximum les Français autour de son programme, et je la comprends. Oui, et sans se mentir, il partageait foncièrement certaines idées de Fernand, notamment au sujet des GAFAM. Alors pourquoi s'être focalisé autant sur les GAFAM, et plus particulièrement sur Facebook, devenu Meta ? Eh bien, selon les informations du gouvernement, qui demeurent confidentielles, plusieurs ministres ont affirmé qu'il y avait un lien entre la fuite sur Wikileaks et Facebook. C'est un élément qui a particulièrement frappé la sphère politique, car on a réalisé que ces entreprises ne faisaient plus simplement peur. Elles agissaient réellement, et nos moyens croissant plus lentement que ceux des GAFAM, cumulés à notre retard en matière de cybersécurité, ont ici donné l'avantage à Facebook. En effet, cette histoire de moyens nous a fait comprendre que l'expansion exponentielle des GAFAM et leur pouvoir monopolistique a compromis le pouvoir de coercition des pouvoirs exécutifs et législatifs, notamment en raison d'un ahurissant retard en matière de sanctions par le droit international, qui rend difficile, voire impossible, la régulation globale de ces entreprises. Les bénéfices qu'elles dégagent et la pseudo-victoire politique de réussir à les taxer à hauteur de 15%, ce qui était bien en deçà du taux, pour une PME française par exemple, montre bien que la relation de pouvoir entre les États et ces entreprises a été complètement déséquilibrée.
Oui, et puis ces lacunes du droit international sont également ce qui a permis aux entreprises de piller à grande échelle des ressources naturelles de la planète en toute impunité. Exactement. Et c'est pour cela que les théories de la décroissance ont de plus en plus séduite. Décroître et réduire le pouvoir des entreprises, voire les démanteler, est apparu comme le seul moyen permettant de reprendre le contrôle sur bon nombre de plans, à commencer par la protection des données et l'environnement. Et concrètement, comment ce virage a-t-il été opéré ? Eh bien, la protection des données est devenue en quelque sorte la vitrine d'un renouveau idéologique, inédit, où l'on refusait de continuer à vouloir plus, mais où l'on demandait moins. Alors même, si certains ont bondi de prime abord en criant à une limitation injustifiée de leur liberté, le consensus a été relativement important pour soutenir le gouvernement français lorsque ce dernier a décidé de limiter l'accès à Facebook, à défaut de pouvoir contraindre l'entreprise sur ses pratiques. Et oui, cette limitation a dû s'accompagner de l'abandon du principe neutralité du net. Certains opérateurs ont d'abord tenté d'augmenter leurs marges car mécaniquement la progression de la neutralité du net le permettait, en vendant des forfaits différenciés selon le type de contenu que ceux-ci rendent accessibles. Mais l'État a fait évoluer la législation et imposé un accès restreint à Facebook. De plus, ces stratégies n'ont pas séduit non plus les consommateurs qui se sont efforcés de se tourner vers des offres où les entreprises ne jouaient pas sur ce paramètre. Et c'est précisément cette synergie entre quelque part la résistance passive des consommateurs et la contre-attaque de l'État qui a permis de faire pression sur ces grandes compagnies, qui se sont retrouvées obligées de s'ouvrir aux négociations et in fine de payer des redevances. Alors, ce qui est absolument remarquable dans cette histoire, c'est la vitesse à laquelle l'État, appuyé par l'opinion publique, a pu réagir et imposer aux GAFAM ces redevances. Absolument. Dans l'histoire de l'humanité, on observe une efficacité hors du commun lorsque cette dernière se retrouve dos au mur. Le développement d'un vaccin lors de la crise du Covid de 2021, en moins d'1 an et demi, a été l'élément déclencheur de ce qu'on a appelé le Whiteness and Act, qui consiste en une réponse extrêmement rapide des institutions face à un problème global. Oui, enfin, c'est ça, pas tous les problèmes. Pour rappel, les émissions de gaz à effet de serre n'ont baissé que de 4,5% cette année, alors que nous aurions dû atteindre 10%. Pour revenir aux GAFAM, on a constaté que pour ralentir les choses, il fallait accélérer les processus. Et c'est comme cela qu'en moins de 6 mois, l'État français a réussi à faire pression et à obtenir pas moins de 60 milliards d'euros de la part de Facebook, suite à un procès historique. Mais quelques semaines après, c'est bien Mediapart qui se retrouve sur le devant de la scène en révélant des informations capitales. Monsieur Fanré, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Alors, le coup d'éclat de Mediapart a été d'expliciter l'origine des informations utilisées par Wikileaks pour faire chuter Facebook en France. Suite à une investigation hors norme, il s'est avéré que les fournisseurs d'accès à Internet, ou FAI, avaient mis en place une entente secrète. Facebook gagnait du terrain et représentait une menace de plus en plus grande pour ces derniers. Facebook, à l'époque, était sur le point de lancer une offre de box Internet, plus forfait mobile, plus casque de réalité virtuelle, à des prix défiant toute concurrence. Les FAI n'avaient pas gardé un bon souvenir de l'arrivée de Free Mobile sur le marché et ont donc usé de tout leur pouvoir pour que cela ne se répète pas. Alors si je comprends, c'est les FAI qui ont donc fourni à Wikileaks l'ensemble des documents et les données nécessaires pour faire chuter Facebook. Mais donc la question qu'on se pose tous, c'est comment ont-ils réussi à obtenir ces informations ? C'est là que le bas blesse. Les révélations de Mediapart indiquent que les fournisseurs d'accès à Internet n'ont pas hésité à utiliser des méthodes peu conventionnelles. Intimidation physique et psychologique d'employés de Meta, espionnage industriel, engagement de hackers peu scrupuleux. La liste est longue, mais ce qu'il faut retenir de ces révélations, c'est que la réputation des fournisseurs d'accès à Internet s'est totalement effondrée. Le grand public ne faisait plus confiance à ces entreprises privées, et cela s'est entre autres traduit par un boycott de leurs services, la destruction d'infrastructures comme des boutiques, des antennes ou autres. Les conséquences économiques étaient désastreuses pour les FAI. Il fallait trouver une solution d'urgence. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'est intervenu l'État ? Oui, la situation était devenue intenable pour les fournisseurs d'accès Internet. La défiance extrême des consommateurs a fait baisser de manière drastique le nombre de clients. En quelques mois, les principaux opérateurs ont perdu 54% de leurs clients. Pourtant, les fournisseurs d'accès Internet ont été obligés de complètement se restructurer et cela passait par des plans de licenciement massifs. Dans mes souvenirs, Orange, qui était le leader sur le marché à l'époque, avait annoncé la suppression de 45 000 postes, presque la moitié de leur effectif en France. Exactement, et la situation était sensiblement la même chez les 3 autres opérateurs. Tout risquait de s'effondrer, l'État ne pouvait laisser un tel désastre sans intervenir. C'est alors que le Premier ministre a annoncé la nationalisation des FAI pour les sauver. L'État a choisi cette solution pour ne pas reproduire une crise majeure et ruiner l'économie nationale. Et est-ce que cette transition a été simple ?
Bien sûr, cela ne s'est pas fait sans difficulté. Des postes ont tout de même été supprimés, il a fallu complètement réorganiser ces entreprises, mais d'après moi, cela restait tout de même la meilleure solution pour éviter des faillites en chaîne et une crise sans précédent. De plus, les réseaux sociaux sont le meilleur moyen trouvé jusqu'à aujourd'hui pour permettre aux citoyens de s'exprimer et de s'informer rapidement. Rappelons aussi que l'État utilise beaucoup les médias pour sa propre propagande, et il est bon de rappeler que contrôler les opérateurs présentait de nombreux avantages pour l'État. En effet, la nationalisation des FAI permet aussi à l'État de contrôler les données à des fins écologiques. Mais pensez-vous, Monsieur Goupy, que la nationalisation des FAI a eu des conséquences que l'on ne perçoit pas? Oui, tout récemment, un groupe de chercheurs a publié une étude traitant du développement d'un marché noir de la data en France. Cette étude met en évidence 2 facteurs expliquant le développement de ce marché. Tout d'abord, la défiance envers le gouvernement, qui est partagée par de plus en plus de Français, notamment après les révélations de l'utilisation des données privées par l'État pour son propre intérêt. Et le deuxième facteur est le prix. Ces packs de data seraient en moyenne 15% moins chers que ce que propose l'État. Mais alors, que penser de ce phénomène? C'est un phénomène qui est présent aujourd'hui partout en France. Une des spécificités de ce marché noir, d'ailleurs, qu'il est local. Chaque petite zone va avoir son fournisseur. Le réseau n'est pas le même à Paris ou à Lyon, par exemple. Mais est-ce que c'est un phénomène dangereux? Ces réseaux sont considérés comme des réseaux pirates, donc oui, ils peuvent être dangereux. On ne sait jamais qui se trouve derrière le réseau, quelles sont ses intentions. Donc pour moi, ce fait est alarmant et doit être la priorité pour les élus qui doivent lutter contre cet ennemi invisible, qui pourrait les impacter directement si rien n'est fait. Eh bien, c'est avec une grande tristesse que je vous annonce la fin de notre émission Raconte-nous le 21e siècle. Merci encore beaucoup à nos invités, Monsieur Fanré, Madame Yanou et Monsieur Goupy, de nous avoir partagé votre expertise très précieuse. Merci Camille. Merci Camille. Merci Camille. Pour les auditeurs qui souhaitent en savoir plus, vous pouvez retrouver des informations complémentaires sur www.franceinter.fr et on se retrouve demain à la même heure pour parler cette fois-ci de la COP27.